Bonjour à tous. L'immobilier, on vous dit parfois qu'il coûte trop cher, qu'il rapporte moins, qu'il prend trop de temps. Alors si avant de renoncer, on allait regarder ce qui se passe ailleurs. Dans cet épisode, un peu particulier par rapport à ce qu'on fait d'habitude, j'ai deux invités. Mes deux invités, c'est Paul Viard et Clément Maître. Ils sont tous les deux conseillers en gestion de patrimoine. Ils ont créé leur cabinet il y a un an. Et avec eux, on va essayer de répondre à une question simple. Est-ce que l'assurance vie pourrait constituer une vraie alternative à l'immobilier? Alors, on va regarder d'un peu plus près ce qu'est l'assurance vie, fonds euro, unité de compte, rendement, liquidité, etc. Et puis on va aussi regarder deux astuces de l'assurance vie et qui peuvent finalement permettre de booster la construction d'un financement immobilier. Ces deux astuces, c'est le nantissement et l'avance sur contrat. Alors finalement, en allant voir un peu ailleurs ce qui se fait en termes d'investissement, bon, on va rester quand même un petit peu dans l'immobilier. Allez, on décrypte tout ça sans langue de bois, comme d'habitude. Installez-vous, Passion Immo, c'est parti. Cet épisode avec Paul et Clément, je l'ai enregistré il y a quelques semaines. Ça venait d'une interrogation depuis quelque temps. Je me demandais, mais beaucoup d'investisseurs s'interrogent. Est-ce que je vais sur de l'immobilier ou alors, compte tenu de la petite musique que j'entends concernant l'immobilier, pas toujours positive, il faut reconnaître. Est-ce que je devrais pas aller ailleurs, aller sur de l'assurance vie, aller sur des placements financiers, même si ces placements financiers, on peut le faire dans le cadre d'une assurance vie. Est-ce que je devrais aller sur de la crypto-monnaie, etc. Et je m'étais interrogé, mais qui je vais inviter, et voilà. Et j'ai pensé à Paul et Clément. Autant être transparent, Paul et Clément ont été deux de mes étudiants en master gestion de patrimoine. Et c'était deux étudiants sérieux, engagés, et je m'étais toujours dit, ces deux-là, ils vont faire des choses intéressantes dans leur vie professionnelle. Alors je croyais pas si bien dire parce que très vite, ils ont monté leur propre cabinet, ils se sont associés. Et bon, il faut savoir qu'ils se connaissent depuis longtemps, depuis le BTS. Voilà, ils sont devenus amis, très amis, au point d'avoir envie de concrétiser sur le plan de l'entrepreneuriat cette amitié. Et là, je m'étais dit, on va poser la question à Paul et Clément et c'est ce qu'on va faire à travers cet épisode où on va explorer l'assurance vie. C'est un premier épisode parce que finalement, on a décidé d'en faire deux parce qu'ils ont été tellement loquaces sur la question de l'assurance vie. Et moi, j'avais des questions à leur poser, alors toujours un petit peu en faisant l'intermédiaire entre vous et eux, en me mettant à votre place, quelles questions je poserais à des conseillers en gestion de patrimoine sur cette thématique de l'assurance vie et surtout en lien, parce que c'est un petit peu notre idée de départ, surtout en lien avec une comparaison avec l'immobilier. Ah si, j'ai oublié de dire, c'est que Paul et Clément sont installés dans le Doubs, pas très très loin de Besançon, voilà, leur cabinet, le cabinet Maître et Viard, voilà, que vous pouvez aller consulter sans aucun problème si vous habitez la région. Allez, on démarre l'interview, cette fois avec Paul et Clément. Je vais commencer par une question peut-être qui a pas de lien direct avec tout ça. Vous êtes conseiller en gestion de patrimoine. Conseiller en gestion de patrimoine, c'est parfois une profession qui est un petit peu décriée, dont on dit que les gens, finalement, qui font ce métier, finalement, ils ont plus des produits à vendre qu'apporter un vrai conseil. Vous pensez quoi quand on dit ça? Et c'est quelque chose qu'on entend parfois. Alors déjà, dans un premier temps, merci Eric pour l'invitation. On est vraiment ravis de pouvoir te revoir dans ces conditions-là et de pouvoir voilà, participer à cette émission. Alors en fait, c'est un peu comme le bon et le mauvais chasseur, si tu veux. En fait, il y a deux écoles. Alors c'est vrai que alors notre métier, il peut être parfois causé comme de la vente de produits, donc c'est le cas, ça existe. Lorsqu'on va voir par exemple des grands groupes ou des très très gros cabinets. Ça peut être le cas que ce soit pas un accompagnement sur mesure. Nous, en tout cas, on a à cœur
de pouvoir accompagner nos clients dans notre cabinet avec nos règles, nos valeurs. Nos valeurs, nous, c'est de proposer un service qui est vraiment sur mesure et de qualité par rapport à nos clients, avec vraiment une vision objective sur leur patrimoine, leurs besoins et leurs stratégies. Donc, c'est vrai que ça existe, hein, des vendeurs de produits, heu, mais nous, on fait vraiment pas partie de ce cadre-là, c'est vraiment pas comme ça qu'on aspire à faire grandir notre cabinet. C'est vrai que pour bâtir, enfin nous, on part toujours de ce postulat-là, mais c'est pour bâtir une société, solide et puis qui surtout durable, qui dure dans le temps. On pense qu'il faut accompagner au mieux déjà les clients dans leur intérêt à eux plutôt qu'à notre intérêt à nous. Et donc même si on a des produits qui sont plus ou moins rémunérateurs, on va toujours chercher à optimiser au mieux pour le client, surtout sa situation. Parce qu'on sait, on est convaincu qu'il sera content et un client qui est content, c'est un client qui va rester chez nous, qui va replacer aussi chez nous. Et donc, nous, notre cœur de métier, c'est on travaille uniquement, par ce biais-là, c'est la recommandation. Donc on préfère faire vraiment de la qualité que faire, de la quantité. Une fois, on appelle ça du one shot et puis vraiment bourré de clients, de produits et puis après, on n'a plus de nouvelles, ils ne nous recommandent pas. On préfère vraiment prendre petit à petit, durablement et puis faire grandir notre cabinet, sereinement. Bon, bah, très bien. Bah, écoutez, j'aime entendre ce discours. C'est parfait. Bon, on va rentrer un peu dans le vif du sujet puisque moi, quand je vous ai invité, mon idée était la suivante. C'est-à-dire, je me rends compte depuis quelques années que, l'immobilier est souvent décrié. Ça sert à plus rien, ça coûte trop cher, et cetera. La rentabilité s'est effondrée et puis il y a des impayés. Bon, enfin voilà, il y a un discours assez négatif, qui monte, qui est parfois exagéré. Ça, c'est un autre sujet. On va pas aborder cette problématique-là, ensemble. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est finalement de faire un pas de côté et de regarder si je n'ai pas envie d'aller sur de l'immobilier, je veux investir, bah, qu'est-ce que c'est l'alternative à l'immobilier? D'où l'intérêt qu'on en discute, un petit peu ensemble. Donc on va prendre un certain nombre de produits et puis vous allez, bah, surtout là, c'est moi, qui vais vous écouter, pour voir si c'est des produits qui représenteraient une alternative crédible par rapport à l'immobilier ou pas, qu'on le fasse sans langue de bois, de manière là encore à informer, les gens qui vont nous écouter. Et cela dit, alors avant qu'on démarre ça, moi j'ai quand même une première question. Est-ce que ça vous l'entendez, ce discours de gens qui veulent se détourner de l'immobilier et qui veulent aller, sur d'autres produits, peut-être qui leur donnerait moins de travail. Parce que c'est une critique qu'on entend souvent comme ça, de gens qui se disent: «Ah ouais, moi j'avais pas soupçonné que, l'immobilier ça prenait autant de temps, faut gérer les locataires et cetera. On m'avait vendu une espèce de mirage d'un revenu passif, mais alors la passivité, je l'ai pas vu beaucoup». Est-ce que ça vous l'entendez, auprès de vos clients ou pas? Vous l'entendez peut-être pas nécessairement. Alors on l'entend un petit peu, c'est vrai que majoritairement nos clients ont peur de l'investissement locatif. Alors il y a une énorme peur par rapport aux impayés de loyer. Alors on sait que, d'accord, ça arrive, mais ça reste quand même une minorité de cas. Complètement. Donc, impayés de loyer, dégradation. Ils ont vraiment peur que leur logement, parce qu'on sait, enfin, surtout donc au niveau national, enfin, en bon français, on est très attaché à notre immobilier, donc on veut pas que la peinture s'écaille, on veut prendre soin de la cuisine, il faut faire attention, c'est des beaux matériaux. Et donc c'est vrai que les clients qui se posent cette question-là, nous, on les accompagne, bien sûr, déjà aussi pour, les convaincre ou non, suivant si c'est un bon choix de faire de l'immobilier, ou alors on peut les rediriger vers d'autres, stratégies qui emmènent aussi du rendement, mais qui pour le coup, on peut pas forcément faire, du prêt. Donc on n'élimine pas du tout l'immobilier, on n'élimine pas le reste non plus, on essaye de travailler un peu en symbiose entre les 2. Mais après c'est vrai qu'on a d'autres alternatives, par exemple la SCPI. Alors, on va en parler après, on va pas anticiper. En fait, on va démarrer par l'assurance vie, tout simplement parce que c'est vrai que souvent l'assurance vie, on dit toujours que c'est le placement préféré des Français, bon, Mmh, ce qui est toujours une réalité, mmh. quand on regarde les encours, sur l'assurance vie. Est-ce qu'on peut rappeler tout simplement ce qu'est une assurance vie déjà? Donc l'assurance vie, alors oui, c'est vrai que, pour revenir très rapidement sur ce que tu viens de dire, effectivement, c'est le placement préféré des Français et encore plus à l'heure actuelle. Sur le début de l'année, on est sur une collecte record d'un point de vue national, sur l'assurance vie. Pourquoi? Alors, notamment parce qu'aujourd'hui, les Français, au vu de la conjoncture internationale, et puis, de l'inflation, enfin sur toutes les crises qui sont passées ces 5-6 dernières années,
aujourd'hui, ils préfèrent placer leur argent plutôt que de le dépenser et ils se dirigent plutôt vers l'assurance vie aussi parce que c'est plus rentable que de le passer sur des livrets ou des comptes qu'on peut avoir classiques à la banque, quoi, ou sur des parts sociales. Donc l'assurance vie, qu'est-ce que c'est? L'assurance vie, c'est une enveloppe fiscale dans laquelle on peut avoir, donc pour en revenir très rapidement, donc on a des abattements qui sont très intéressants au niveau de la succession, en cas de rachat. On a une fiscalité qui est avantageuse avec le temps. Et dans un second temps, on a aussi des avantages civils, notamment avec la clause bénéficiaire. Donc on peut définir un ou plusieurs bénéficiaires justement de ces contrats d'assurance vie, donc dans une certaine limite hein, en fonction du patrimoine des clients. Et dans cette enveloppe, on peut investir dans pas mal de choses. On peut investir dans des OPCVM, dans des fonds de gestion. On peut investir dans de l'immobilier aussi. On peut acheter des fonds sur de l'or. On peut aussi, en fonction des compagnies d'assurance, acheter des titres vifs, des actions, des obligations. Donc en fait, c'est vraiment une enveloppe très avantageuse, très souple. On peut verser un capital de départ. On peut mettre de l'argent tous les mois et faire ce qu'on appelle un DCA. Et on peut racheter tous les mois aussi, on peut racheter d'un coup. Vraiment, c'est très très souple, très très facile à gérer et avec un potentiel très intéressant avec voilà tout le panel qu'on a à Ouais. disposition. Finalement, cette enveloppe, elle va ressembler au à son détenteur, quoi. C'est-à-dire que s'il veut aller sur du risque, et ben, il va avoir une enveloppe qui effectivement va aller sur des actifs, plutôt risqués. Puis s'il ne le souhaite pas, il va aller vers un peu plus de tranquillité. Je crois que c'est peut-être un des atouts, principaux, hein, même effectivement de cette assurance vie, de se de coller le plus précisément possible, et sa souplesse le permet, aux vœux, aux désirs, ici du client. Alors, à partir de là, moi j'aimerais qu'on s'intéresse à la rentabilité. Je sais qu'il est difficile, hein, de donner des chiffres comme ça parce que c'est pas si simple que ça. En termes de rentabilité aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut envisager quand on va sur de l'assurance vie? Alors sur l'assurance vie, donc comme tu l'as dit, en fait, il y a plus de données à prendre en compte. Au tout départ, quand on rencontre un client et qui veut placer son argent sur une assurance vie, il y a beaucoup de données qu'on doit prendre en compte. Dans un premier temps, on va prendre en compte son appétence au risque. Donc savoir quel risque il est prêt à prendre pour avoir une certaine rentabilité. En plus de ça, on doit aussi prendre en compte ce qu'on appelle l'horizon de placement. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il place son argent, mais à quel moment est-ce qu'il va devoir retirer cet argent pour pouvoir en faire ce qu'il en veut, quoi. Ce qui va avoir une influence aussi sur la fiscalité qui va s'appliquer. Sur la fiscalité et sur les fonds sur lesquels on va investir. Parce que plus on a de temps, plus on peut se permettre d'aller sur des choses peut-être qui sont un peu plus dynamiques ou qui sont moins liquides aussi. Donc par exemple, je pense aux FCPR on peut acheter parfois de la dette privée. Donc ce qui est très intéressant et ce qui est très en vogue aujourd'hui. Alors Paul, il faut que tu expliques à ce moment-là, parce que tous ceux qui nous écoutent sont pas nécessairement au fait, des acronymes ou des mots que tu vas employer. Alors là, tu as tout à fait le droit de t'arrêter une seconde et d'expliquer ce dont tu viens de parler. OK, donc en fait, je parlais d'FCPR avant, de dette privée. Alors c'est vrai que ça peut être des termes un peu chinois pour le commun des mortels. En fait, le FCPR, c'est un fonds en fait comme du private equity sur lequel on va avoir une durée qui n'est pas bloquante, mais on peut avoir certaines pénalités. Donc en fait, il faut un horizon de placement d'au moins 5 ans pour ce genre de fonds, dans la majorité des cas. Et on peut aller sur des actifs comme par exemple de la dette privée, c'est-à-dire que c'est du marché obligataire, mais qui n'est pas corrélé au marché financier. C'est-à-dire que si on a une baisse du marché obligataire sur les marchés financiers, ce fonds-là ne sera pas impacté. Et donc ça fait qu'on a une croissance du fonds qui est assez linéaire et on prend, il y a pas trop de fluctuations, donc c'est très intéressant pour les clients qui sont assez équilibrés ou sécuritaires. Et là, qui est sans risque. Alors, il y a toujours du risque, mais très peu, parce que du coup, sur l'échelle de risque, donc qui va de 1 à 7, là, on est plutôt sur du 2 ou du 3. C'est quand même assez sécuritaire, assez défensif. Mais on peut aller chercher une rentabilité qui est assez intéressante, de l'ordre d'environ 5-6% par an. Et si je veux une sécurité absolue, je vais aller vers ce qu'on appelle du fonds euro. Exactement.
Alors, est-ce qu'on peut peut-être à ce moment-là, Clément, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est le fonds Clément? Le fonds Clément, le fonds, euro, peut-être qu'un jour tu auras un fonds à ton nom, c'est tout à fait envisageable. Le fonds euro. Parce que moi, si je me place dans la perspective de quelqu'un qui veut éviter l'immobilier parce qu'il a en tête tous les risques dont on vient de parler, il va peut-être se dire, ah bah moi je vais peut-être plutôt aller vers de l'assurance vie en fonds euro parce que comme ça j'aurai le minimum de risques. C'est quoi le fonds euro, Clément? Pour faire simple, en une phrase, ce que j'aime bien dire aux clients, c'est que le fonds euro, c'est de l'obligation d'État. C'est tout simple, c'est ce que j'aime dire aux clients, comme ça les rassure d'une certaine manière. Alors le fonds euro, c'est une partie, du coup, c'est un premier tiroir qu'on peut mettre dans l'assurance vie. Donc on a 2 tiroirs, le fonds euro, les unités de compte, ce que Paul expliquait, tout à l'heure. C'est une garantie où quand on place sur le fonds euro, on est sûr d'avoir au moins un rendement. Le rendement, il est assez faible, ça dépend des années, ça dépend de l'inflation, ça dépend de plein de choses. Sur les dernières années, on est entre 1 jusqu'à on peut aller chercher 2,5, 3 suivant, parce qu'on sait qu'il y a aussi des assureurs qui font des fonds euros boostés. C'est que si on a une part d'UC, on a, un pourcentage supplémentaire. UC, unité de compte, hein. Oui, UC, c'est unité de compte. Mmh. Oui, oui, non, je préfère rappeler. Donc voilà, celui qui veut vraiment être sûr que son capital ne sorte pas à la baisse ou si on a une très courte période devant nous pour placer, on peut lui mettre 100 fonds euros et c'est pas dérangeant. C'est vrai que le rendement, il est assez peu attractif. Pour revenir justement, sur l'assurance vie, on peut dire par exemple que ceux qui en 2008, au moment de cette crise, qui a quand même eu un impact très négatif sur, un certain nombre de placements, ceux qui avaient des fonds euros n'ont subi aucune, baisse sur le capital qui avait été, qu'ils détenaient. Pas eu de baisse. Après, il faut savoir que donc on était sur une crise qui était, bancaire et donc pour les fonds qui étaient placés, dans les banques, notamment, je pense à la banque Lehman Brothers aux États-Unis, qui peut avoir des fonds dans cette banque-là. Alors c'est vrai que, du coup, le capital était, perdu parce qu'il était du coup, logé les fonds étaient dans cette banque d'investissement. Mais même sans aller sur des banques, évidemment, je vais pas citer son nom. Moi, j'ai un ami sur, une assurance vie, en unité de compte, il a perdu, une partie non négligeable de son capital, hein, vraiment, et il n'était pas le seul, hein, En à unité de ce compte, moment-là. tu parles, du coup? Oui, maintenant je parle en unité de D'accord. compte, hein. Ah oui, c'est évident. Oui, oui, du coup, sur les unités de compte, donc là, on est, donc si on n'est pas sur donc en fait, il faut distinguer 2 choses. Il y a le marché, donc le marché public, il y a le marché privé, donc ce qu'on appelle, le private equity. Sur le marché privé, donc on est, sur des marchés financiers, boursiers. Donc s'il y a une grosse baisse des marchés boursiers, évidemment que les unités de compte, elles vont prendre valorisation, va en prendre un coup. Ouais, ouais, ouais. Mais ce qui est intéressant, je trouve, lors des crises, c'est ce qu'on dit, majoritairement aux clients. Alors on l'a vu à une échelle beaucoup plus réduite ces derniers temps avec la guerre au Moyen-Orient, mais lors des crises, on dit souvent que c'est un peu les soldes. Parce que du coup, tout est majoritairement en baisse ou tout est en déclin et donc c'est le moment pour reprendre des positions ou réinvestir dessus quand on a assuré. Exactement. On peut en profiter. Alors justement, alors là, on va revenir quand même sur le rendement parce que Clément, le rendement que tu nous annonces sur, les fonds euros, ben, c'est pas extraordinaire quand même, hein, parce que moi, si je suis toujours sur ma comparaison avec l'immobilier, aujourd'hui, sur l'immobilier en rentabilité brute, attention, en rentabilité brute, on est en gros à l'échelon national. Alors évidemment, ça va fluctuer selon les régions, et cetera. Mais en gros, on est en 3,5, entre 3,5 et 4,5% brut. J'ai pas encore enlevé mon impôt, ce qui est pas non plus, dingue, hein, il faut le reconnaître. Mais par contre, ce que tu annonces en fonds euros est très inférieur quand même à la rentabilité espérée sur de l'immobilier. C'est vrai que comme l'a dit Clément, là, la donnée, qui est vraiment au centre entre le fonds euro et comme tu viens de le dire, l'immobilier, le locatif, c'est le risque. C'est-à-dire que quand je vais mettre mon appartement à louer, alors déjà, je peux avoir de la vacance locative et en plus de ça, mine de rien, il y a quand même un risque, que le locataire, comme on l'a dit au tout début, qu'il paye pas le loyer. Là où, sur le fonds euro, ce risque-là, il n'y est pas, il n'existe pas. D'où la différence Il est et aussi on a la liquidité. Sur l'immobilier,
Si on a besoin de l'argent, si on a besoin, par exemple, sur un appartement à 100 000 € sur lequel on a investi, bah, du jour au lendemain, je sais pas, on a besoin de 10-15 000 €, bah, on va pas revendre la salle de bain. On va revendre l'appartement. Non, Ça peut prendre du temps, c'est C'est ça. alors que sur le fonds c'est euro, on peut faire un rachat partiel en fonction des compagnies, grand maximum, en une semaine, on a les fonds. ouais, tout à fait et effectivement, ça, c'est toujours intéressant de le rappeler, hein. L'immobilier, c'est tout ou rien, hein. Si j'ai besoin d'un peu de liquidité, je suis obligé de tout revendre, hein, pour, évidemment, en disposer. Alors donc, là oui, Clément, tu voulais peut-être Non, mais ajouter c'était quelque juste chose? sur la spécificité du rendement, c'est qu'il faut comprendre, alors c'est vrai qu'on peut essayer de donner un chiffre, mais c'est pas vraiment représentatif. En comparaison avec l'immobilier, c'est que n'importe quelle personne, si elle achète un appartement, alors le même appartement en fonction de plusieurs personnes, toutes ces personnes auront le même rendement. Parce que le rendement, il est affecté au bien. Tandis qu'en assurance vie, le rendement, il est plus affecté à la personne, mais de manière psychologique. Quelle est son appétence au risque? Quelle est la durée à laquelle on peut placer son fonds? Donc c'est vraiment chaque rendement. Nous, on a forcément plein de contrats en gestion au sein du cabinet. On n'a pas un rendement qui est similaire. Mmh. Donc en moyenne, c'est vrai que sur nos contrats, on peut aller chercher 5-6% pour un revenu, pour un profil, on va dire, équilibré. Après, je sais pas, chercher 8, entre 8 et 10 si vraiment on est sur quelque chose de dynamique avec une durée qui est assez conséquente. Ouais, ouais. Donc ça veut dire, en fait, si on résume, par rapport à l'immobilier, si je vais sur du fonds euro, je vais avoir un rendement quand même beaucoup plus faible que de l'immobilier, mais en compensation, je vais avoir une liquidité qui va me permettre quand même, si à un moment donné j'ai besoin d'argent, de réaliser l'opération beaucoup plus aisément. Alors, j'ai cette liquidité, mais effectivement au détriment, du rendement. J'ai une sécurité en revanche, voilà, j'ai pas d'aléas et puis si je veux aller chercher du rendement, je vais aller sur de l'unité de compte et là, en revanche, on a des rendements bien supérieurs à ceux de l'immobilier. Est-ce que j'ai correctement résumé, l'enjeu? C'est Exactement. exactement. Mais par contre, c ces rendements assez importants, bah, que vous signalez, puisque, 8 admettons, là, il y a un risque. Effectivement, il y a un risque, qu'au détour d'une crise, je perde une partie du capital sur lequel, bah, j'ai engagé, mon investissement. Alors c'est vrai et en même temps, c'est là aussi c'est très important, pour nous quand on fait une allocation d'actifs, c'est qu'on va diversifier le capital. C'est-à-dire qu'on va pas aller que sur un secteur d'activité, on va pas aller aussi sur un secteur géographique. Par exemple, je prends souvent en exemple en ce moment, le cas de l'automobile dans le monde. C'est-à-dire qu'en ce moment, beh, même depuis, 2 ans, on va dire 2-3 ans, l'automobile en Europe, c'est très compliqué, que ce soit en France Ouais, c'est oui, en Allemagne. On l'a vu avec Stellantis qui vit, bon, pour tous ceux qui ont investi il y a 2 ans, un certain capital et puis qui se retrouvent aujourd'hui avec ben, une perte énorme parce que l'action Stellantis a énormément baissé. Par contre, celui aujourd'hui, ou même il y a 2-3 ans, qui a investi sur l'automobile en Chine, ouais. par exemple, ou dans les pays émergents, connaît une croissance absolument exceptionnelle. Donc c'est pour ça que faut toujours diversifier d'un point de vue géographique et aussi d'un point de vue sectoriel. Et c'est pas parce que l'automobile va mal en Europe que ça va mal dans le monde entier. C'est ça, ouais, ouais. Alors complètement. Alors justement, moi, ça va me permettre de poser une question que je voulais poser plus tard, mais je vais la poser maintenant. C'est la question de la gestion déléguée. J'aimerais que vous expliquiez ce qu'est la gestion déléguée, parce que ce que vous dites, par exemple, voilà, quand vous dites on va, pourquoi pas investir sur l'automobile, mais peut-être plutôt sur le marché chinois, etc. Le grand public peut très légitimement se dire, mais oulala, dans quoi je vais aller? Je n'ai pas la compétence, la connaissance économique, la connaissance des secteurs d'activité qui va me permettre, moi, de faire ces choix. Voilà. Donc là, j'imagine qu'arrive la gestion déléguée. Alors expliquez voir un petit peu ce qu'est, tout ça. Alors donc il y a plusieurs types de gestion. Donc quand on souscrit un contrat d'assurance vie, quand on va voir par exemple pour une personne lambda ben, qui va par exemple dans une banque, euh, quand il va voir son conseiller qui va souscrire un contrat d'assurance vie, c'est pas son conseiller qui va choisir les fonds dans lesquels va être investi son contrat. Donc là, il va y avoir un mandat de gestion où du coup, il va y avoir, donc ça arrive généralement au siège de la banque et c'est eux qui managent tous les contrats de tous les clients et c'est comme si vous voulez, vous avez un train
il a une certaine destination et les gens rentrent dedans. Alors, c'est pas forcément une destination qu'ils veulent, mais voilà, les gens rentrent dedans, donc ils ont tous la même gestion. Nous, on fait ce qu'on appelle de la gestion libre, donc c'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui gérons les fonds, c'est nous-mêmes qui faisons les arbitrages pour justement, on va déjà être plus actifs sur les contrats, et c'est aussi cette proactivité qui nous permet d'avoir aussi une rentabilité qui est supérieure et d'avoir un contrat qui est entre guillemets cousu main. Et aussi, bah, nous aussi, c'est notre job hein, de s'informer tous les jours de ce qui se passe dans le monde pour profiter de ces opportunités là, comme on a pu avoir ces derniers temps, notamment au Moyen-Orient. Ouais. C'est vrai que la mode un petit peu en ce moment, c'est, je trouve, alors en ce moment, ces Mm. dernières années, c'est la gestion pilotée. C'est vrai qu'il y a beaucoup de nos clients qui ressortent, de leur banque ou autre en disant: «Bon, on a une super gestion pilotée, 70 en unité de compte, 30 en fonds euros. Depuis 5 ans, elle a fait X, ben, moi, je vais aller là-dessus». Sauf que, ben, est-ce que l'unité de compte est adaptée aux clients? Parce que tous les clients de la banque, ils ont la même gestion. Ils ont les mêmes fonds, tous ceux qui sont en gestion pilotée. Donc nous, derrière, c'est à nous, pour le coup, de reprendre le contrat, reprendre la proposition en termes de fonds et puis de dire: «Bah, regardez, monsieur le client, là, on est plutôt sur un fonds long terme. Vous m'avez dit que vous êtes quand même sûr» et cetera et on travaille avec lui. Donc on n'est pas forcément très fan de la gestion pilotée où c'est un peu le même contrat pour tout le monde suivant le profil de risque. En général, on a 3 gestions pilotées qui sont possibles. Plus ou moins de fonds euros, donc plus ou moins de profils, on va dire, sécuritaires et après en avant, c'est le même contrat pour tous. Nous, on préfère des choses, cousu main. Mmh. Alors, je voudrais juste qu'on affine sur cette notion de gestion libre. Est-ce que c'est totalement libre? Alors évidemment, je vais être caricatural, volontairement. C'est-à-dire que est-ce que le client, il vous confie les clés de la voiture pendant 10 ans et vous il n'entend plus parler de vous? Ou alors est-ce qu'au contraire, il y a un échange régulier sur les arbitrages et il y a il y a quand même de la discussion pour, prendre des directions ou ne pas en prendre? Non, c'est vrai que nous, on prend la, heu, certaine liberté du coup dans l'allocation d'actifs, mais on prend toujours en considération l'avis du client. C'est-à-dire que quand on élabore le contrat déjà, ben, on fait un échange avec le client. «Voilà monsieur le client, ce qu'on compte vous mettre dans votre contrat. Pourquoi tel fonds? Pourquoi tel secteur géographique?» et cetera et si après on a besoin, dans les mois qui suivent ou même peut-être les années qui suivent de faire un arbitrage, donc c'est-à-dire vendre une position pour en racheter une autre, à ce moment-là, on fait un point avec le client, on se revoit, on lui dit: «Ben, voilà, on veut sortir de tel ou tel secteur pour se repositionner sur un autre. Est-ce que enfin, qu'en pensez-vous? Nous, c'est notre avis». On prend toujours en considération l'avis du client et même quand on fait rien, on est obligé de faire des points au moins 2 fois dans l'année sur le contrat du client, pour voir si déjà, bah, ça suit. Le rendement qu'on peut annoncer, il est correct. Alors, pour revenir rapidement sur ce qu'a dit Clément, il a dit quelque chose qui est très important. Il a dit qu'on est obligé de revoir le client. Et c'est vrai, c'est une obligation réglementaire. Quand par exemple le client a un horizon de placement de 10 ans, ça veut pas dire que bah, voilà, on signe le 5 juin 2026, bon bah, on se revoit le 5 juin 2036. Et puis on donne plus de nouvelles. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. On fait des points au minima une fois par an, mais vraiment à minima. Et même si on fait rien, on appelle le client bah, pour lui faire un point sur son contrat. Bah voilà, qu'est-ce qui se passe sur telle ou telle ligne? Pourquoi est-ce qu'on sort? Pourquoi est-ce qu'on sort pas? Et lorsqu'il y a un arbitrage, pourquoi est-ce qu'on le fait? Pourquoi on quitte ce secteur pour aller sur un autre? Donc comme l'a dit Clément. Et en fait, et aussi c'est le fait d'être actif qui va nous permettre justement aussi bah, d'avoir une meilleure rentabilité pour le client. Rester parfois 10 ans sur le même secteur, c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de plus opportun. Alors parfois ça l'est, hein. Donc c'est pour ça que ça sert pas des fois pas seulement à grand chose, par exemple de faire 10-12 arbitrages par an, à un moment donné, Mmh. ça aussi c'est trop, ça faut laisser aussi le temps, au fond de pouvoir travailler. Voilà, pendant en tout cas, toute la durée d'investissement, le client est mis au courant de tout ce qui se passe sur ce contrat. Alors, on va rester, encore sur l'assurance vie, parce que vous avez dit à un moment donné, on peut très bien faire de l'immobilier à travers l'assurance vie. Alors là, moi, de l'extérieur, je vais: «Ah bah tiens, bah génial, je vais pouvoir avoir finalement peut-être les avantages des 2 mondes». Ça veut dire quoi mettre de l'immobilier dans l'assurance vie, très concrètement? Alors donc comme on l'a dit, avant, donc dans l'assurance vie, en fait, il y a donc des fonds euros et des unités de compte. Donc, dans les unités de compte, on peut avoir des fonds obligataires, actions, tout ça, mais aussi, on peut aussi avoir des fonds sur de l'immobilier. On peut aussi prendre des parts de SCI, de SCPI. Donc là, on n'est pas sur de l'immobilier en direct, hein, donc on est vraiment sur de la pierre papier.
On va laisser la SCPI de côté. Ouais, on en parlera après de la SCPI justement. Donc voilà, on peut aller sur des fonds qui investissent dans l'immobilier. D'accord, et est-ce que alors j'ai une idée de la réponse, mais je vous pose quand même la question. Est-ce que je peux affiner mes choix? Est-ce que je peux me dire: «Tiens, je vais plutôt aller sur de l'immobilier commercial, plutôt de l'immobilier industriel, plutôt de l'immobilier, de à usage d'habitation» et cetera? Est-ce que je peux affiner mes choix? Oui, oui, bien sûr, il y a aussi des fonds, qu'on appelle des fonds aussi, donc qui font dans l'immobilier infrastructure, où là, on peut aller exclusivement, sur, de la logistique. Donc c'est ce qui se fait, beaucoup aussi ces derniers temps avec, le développement, exponentiel de l'e-commerce. Notamment, on sait qu'il y a une très grosse demande, sur ce type d'infrastructure. Sur de l'infrastructure durable aussi, il y a des fonds qui sont très intéressants, donc sur lesquels on peut aller. On reste sur de l'immobilier dans, l'assurance vie. Ouais. Et est-ce que, je simplifie trop en disant: «Tiens, finalement, ça me permettrait de faire de l'immobilier, en ayant, une gestion déléguée, finalement, en ayant par la diversification une sécurité plus grande que si je faisais de l'immobilier moi directement en achetant des biens et en les gérant par moi-même». Non, ça permet d'avoir de la diversification, bah, comme l'a dit Paul, en fonction des supports où on peut investir. Donc, non, c'est pas tirer une conclusion, non, je suis plutôt d'accord. Donc ça pourrait être une bonne voie alternative finalement, par rapport à un investissement, en immobilier traditionnel. Exactement. Après la différence, c'est qu'il faut toujours quand même bien prendre en compte qu'on est sur de l'immobilier. Donc il y a toujours aussi, cette notion de liquidité qu'il faut avoir aussi sur le contrat. Donc alors c'est vrai qu'on peut retirer, sur ces fonds-là, on peut retirer, bah, quand on veut, hein, parce que l'assurance vie, ça reste quelque chose de liquide. Mais par contre, il faut bien regarder sur le fait que sur le fonds, bah, il y ait pas une durée d'engagement minimum pour pas avoir de pénalité de sortie. Alors là, on peut expliquer justement cette contrainte. Alors, pour en revenir sur cette contrainte, c'est que, par exemple, souvent dans ces fonds-là, vu qu'on reste sur de l'immobilier et que lorsqu'on confie ces fonds à, enfin, notre capital sur ces sociétés de gestion, eux, ils vont dire: «Ben, si vous retirez dans les 3 premières années, et ben, vous allez avoir une pénalité de -5 sur le capital que vous avez, sur la performance de votre contrat». Enfin, sur la performance du fonds, pardon, dans votre Mmh. contrat. Mmh. Mmh. Donc, c'est pour ça que, faut toujours reprendre en fait, on en revient toujours au basique, sur le besoin en liquidité du client, sur, la diversification, sur l'horizon de placement. Par exemple, si on sait que, bah, le client, il a besoin des fonds, dans, 2 ans, bah, on n'ira pas du tout sur de l'immobilier parce qu'on sait que la plupart des fonds, justement, ils ont ces pénalités-là. On va aller sur des choses qui sont beaucoup plus liquides. Ouais, ouais. Donc ça veut dire aussi une chose, ça veut dire que même à l'intérieur de l'assurance vie, on peut quand même avoir des contraintes qui rendent les actifs moins liquides qu'on l'imagine. Exactement, oui. Ouais. D'où quand même, moi pareil, hein, voilà, c'est mon regard, néophyte là qui pose des questions, de cette hyper spécialisation et finalement relative complexité aussi que peut avoir l'assurance vie quand même. Oui, oui, c'est vrai que ça, c'est alors pour le néophyte, d'un point de vue extérieur, ça peut paraître assez simple, on va dire. Bon, bah, super, on achète, il y a un OPC, on en met un petit peu en fonds euros et puis c'est parti. Et en fait, si on veut vraiment aller au bout de ce qu'on appelle de l'allocation d'actifs, dans le choix des actifs qu'on va mettre dans l'assurance vie, il y a quand même pas mal de petites, spécificités à mettre en place. Enfin, tout du moins à faire attention. Alors, on peut dire que là, on a vu quand même des grandes généralités, mais quand même des généralités qui nous ont amenés, quand même à mieux comprendre ce qu'est l'assurance vie et surtout dans une alternative potentielle à l'immobilier, tout en voyant et c'est un petit peu ça l'intérêt, qu'on peut quand même faire de l'immobilier dans l'assurance vie. Alors on va parler de choses. La première, vous vouliez évoquer la question du nantissement du contrat d'assurance vie. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Parce que alors là, on emploie peut-être un terme technique qui parle pas à tout le monde. Ah, c'est vrai que ça nous tenait à cœur un petit peu de faire le lien, pour les auditeurs entre, la partie immobilière et la partie assurance vie qui, je pense peut-être pour la plupart, c'est un peu une découverte. Ce qui est intéressant aussi avec le contrat d'assurance vie, c'est qu'on peut faire, bah, un nantissement, donc un nantissement de contrat d'assurance vie pour la réalisation d'un prêt immobilier. Pour faire clair, la banque, elle va donner un prêt immobilier à une personne, elle va prendre des garanties et une assurance emprunteur qui peuvent, bah, suivant l'âge ou suivant plein de caractéristiques, coûter assez cher.
Donc, on va prendre ces 2 frais-là, l'assurance emprunteur et une caution qui permet en cas de défaillance, de l'emprunteur en cas de défaillance de remboursement, la banque va pouvoir faire appel à l'organisme de caution pour se faire rembourser le prêt. Grâce au contrat d'assurance vie, on peut nantir ce contrat, c'est-à-dire bloquer une certaine somme en garantie pour la banque. Comme ça, la banque, elle se dit: «Monsieur le client, vous avez un contrat d'assurance vie, je sais pas, à 100 000 €. Nous, on va nantir cette somme-là pour garantir votre prêt à 60 000 €.» En général, il y a toujours un delta entre la valeur du contrat d'assurance vie et la valeur du prêt. Parce que forcément, on l'a évoqué tout à l'heure, les marchés financiers bougent à la hausse comme à la baisse. Donc, en règle générale, la banque, elle prend entre 60 et 80. C'est-à-dire que si on fait un prêt à 100 000 €, il faut au moins, en règle générale, après ça dépend des banques, mais qu'il y ait quasiment 150 000 € sur le contrat d'assurance vie. Donc ça veut dire que là, je fais un peu coup double, c'est-à-dire j'ouvre mon contrat d'assurance vie et mon contrat d'assurance vie me servira plus tard de garantie pour un investissement immobilier que je fais cette fois à titre particulier et qui me permettra de garantir le prêt que je vais contracter ici, c'est ça? C'est exactement ça. Donc ça permet du coup d'avoir, un double jeu. Ça permet à Ouais. la fois d'investir du coup sur les marchés financiers et à la fois de profiter du coup, de l'effet de levier du crédit pour investir dans l'immobilier, tout en réduisant les charges liées au coût de crédit. Et ça, le nantissement, les gens le savent que cette technique existe ou c'est très peu utilisé? C'est très peu utilisé et je pense aussi que c'est, même pour les conseillers, classiques, on va dire, je pense que c'est pas forcément quelque chose qui est aussi toujours maîtrisé. Parce qu'on arrive sur des choses qui peuvent être aussi un peu complexes, et puis des choses qui sont pas connues du grand public, du tout, quoi. Non, c'est pas quelque chose qui est courant. Mais c'est des choses que nous, par exemple, on peut proposer à certains clients, dans certains cas, lorsque ça peut en valoir le coup. Ouais, donc Paul, tu es en train de nous dire qu'entre la méconnaissance, du public et je vais employer des mesurés et la relative incompétence de certains, conseillers, bah, finalement, le truc, il est vraiment, oublié et laissé de côté. Exactement, mais comme plein de choses, par exemple, on peut aussi faire des avances sur des contrats d'assurance vie et ça, très peu de monde le sait. C'est-à-dire que, par Alors, exemple c'est-à-dire, c'est quoi des alors, avances, par exemple, sur des on peut contrats faire une d'assurance avance vie? sur un contrat d'assurance vie. Comme l'a dit Clément et comme tu l'as dit aussi, c'est l'idée de faire coup double. Par exemple, l'assurance vie, on va placer une certaine somme, bon, pour que ce soit plus facile pour le calcul, on va placer 100 000 € sur un contrat d'assurance vie. J'ai besoin, de 20 000 €, mais je veux pas faire de rachat sur mon contrat et ben, en fait, la compagnie C'est d'assurance quoi un rachat? J'aime bien alors un qu'on soit rachat, vraiment, par exemple simple. donc par exemple, un rachat, c'est, un retrait. Voilà, c'est un retrait. Pour faire simple, c'est un retrait. Vous avez 100 000 €, vous faites un rachat de 20 000, bah, du coup, il vous reste 80 000 sur votre contrat. Voilà, très bien. Très simple. L'idée de l'avance, c'est qu'en fait, la compagnie d'assurance va vous prêter de l'argent, donc qui est proportionnel, en fait, à votre contrat d'assurance vie. Généralement, elle va au maximum jusqu'à 60 de la valeur de votre contrat. Donc ça veut dire que si vous avez 100 000, la compagnie d'assurance peut vous prêter au maximum 60 000 et du coup, c'est le contrat, du coup, d'assurance vie qui va être, en guise de caution, qui va être bloqué. Et par exemple, ça peut être assez pertinent, par exemple, si, bah, du coup, on a, un contrat d'assurance vie, à côté, on a du locatif, on a de l'immobilier locatif et que, par exemple, bah, on a, des travaux à refaire, ou, des choses comme ça à remettre au goût du jour. Au lieu d'aller, bousculer, la rentabilité du contrat, et d'aller bousculer sa valorisation, ben, ça peut être parfois préférable de faire, une avance pour ça plutôt que, ouais, de faire un retrait, un rachat sur le contrat d'assurance vie. Donc ça veut dire qu'on va disposer de cette, somme d'argent sans pour autant démolir, toucher au capital qui figure sur le contrat, d'assurance vie. Tout à fait, oui, c'est Oui. exactement ça, Ouais, voilà. et on rembourse de quelle manière? Donc après, c'est en fonction de la compagnie d'assurance, après ça peut être soit, donc généralement c'est, dans la majorité des cas, c'est in fine. Donc sous la forme d'un crédit in fine? Ouais. Alors là, on va aussi, rappeler ce qu'est un crédit in fine. Donc un crédit in fine, c'est par exemple si je fais un prêt sur 5 ans, j'emprunte 50 000 €, ben pendant toute la durée des 5 ans, je vais rembourser uniquement les intérêts et l'assurance et c'est seulement à la fin, du coup, au terme des 5 ans que je vais rembourser le capital. OK.
Donc ce qui va me donner une forme d'aisance en matière de trésorerie, à titre Exactement. personnel. Ouais, OK. Alors là, on voit bien. Donc ça veut dire que finalement, là, les 2 outils dont on vient de parler, le nantissement et l'avance sur le contrat, quelque part, bon, ils ont un peu la même finalité, mais c'est 2 utilisations différentes de l'assurance vie et qui peuvent venir finalement en, renfort sur, la gestion de mon propre patrimoine immobilier. Exactement. Ça permet d'optimiser du coup à la fois, ben, le fait de créer des projets, de faire quelque chose de son argent réellement, tout en n'entachant pas la rentabilité du contrat d'assurance vie, parce qu'on touche pas à la somme réelle. Ouais, ouais, c'est ça. Très bien. Eh bien, on va, enfin, c'est pas qu'on va arriver, on arrive à la fin de notre épisode. Alors, je suis en totale transparence avec, ceux qui nous écoutent, hein. On avait prévu de parler de beaucoup plus de choses, mais bon, finalement, on a parlé d'assurance vie exclusivement, mais c'est pas plus mal, parce qu'on a décrypté les choses et puis c'était très intéressant qu'on termine sur ce nantissement et sur cette avance sur le contrat d'assurance vie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être lancer une série qui va bousculer la création sérielle comme sur Netflix, et on va se retrouver prochainement pour un deuxième épisode où là, on pourra, avec Paul et Clément, aborder d'autres questions telles que le PEA, les actions, les CPI, la pierre papier, etc. Où là, on continuera d'explorer les alternatives en termes de placement à l'immobilier. Donc merci Paul et merci Clément. Merci à toi Eric, en Merci à tout toi, cas Eric. pour l'invitation. C'était formidable de partager ça avec toi. C'est vrai qu'on se connaît aussi un petit peu sur les dernières années, donc vraiment merci beaucoup pour l'invitation. Merci, bah, vraiment, ouais, un grand merci. Ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir partager ce moment avec toi. Bien. Eh ben à bientôt. À bientôt.